Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, c'est un très grand privilège pour moi et pour nous, Monsieur le Premier ministre, de vous accueillir ce soir à Sciences Po, dans cette maison, dans cet amphithéâtre que vous connaissez si bien. En venant rue Saint-Guillaume en ce début septembre, je crois que nous pouvons dire que vous honorez ce qui déjà constitue une forme de tradition, puisque c'est la 3e année consécutive que vous avez bien voulu prononcer la conférence inaugurale qui marque la rentrée de notre École d'affaires internationales, PSIA. Je me réjouis beaucoup de voir que cette tradition se consolide. Je suis certain que vous aurez à cœur de perpétuer cette tradition aussi longtemps que vous présiderez aux destinées de cette belle maison qu'est le Quai d'Orsay. Et je suis heureux d'imaginer que vos successeurs se sentiront eux-mêmes tenus par le précédent que vous aurez très heureusement institué. Nous accueillons en cette rentrée les étudiants de la promotion 2016 de notre École d'affaires internationales. Ils sont présents en grand nombre devant vous ce soir. J'ai déjà eu pour ma part la joie de leur souhaiter la bienvenue il y a quelques jours. 500 d'entre eux ont pu prendre place dans cet amphithéâtre, qui ne peut pas, hélas, en recevoir davantage. 500 sur 1200 élèves que compte PSIA, 1200 élèves qui nous viennent de plus de 100 pays différents. Et les élèves de PSIA sont, peut-être le savez-vous, pour 70% d'entre eux titulaires d'un passeport autre que le passeport français. Je crois que c'est un élément qui traduit, mieux que je ne pourrais le faire moi-même, l'attractivité de notre pays, de notre maison, le fait que ces jeunes filles, ces jeunes gens soient venus du monde entier pour se préparer à assumer les responsabilités auxquelles ils se destinent, auxquelles ils aspirent, qu'ils aient choisi la France, qu'ils aient choisi Paris, qu'ils aient choisi Sciences Po. C'est un élément qui me réjouit beaucoup et qui, je le répète, est très, très illustratif de l'attractivité de notre pays. Je sais que cette question de l'attractivité, Monsieur le Premier ministre, vous tient très fort à cœur. Vous aviez bien voulu, il y a quelques mois, me convier à un déjeuner de travail autour de vous avec quelques universitaires, au cours duquel vous aviez souhaité que nous réfléchissions collectivement à la façon d'accroître l'attractivité de notre pays. Vous travaillez inlassablement à la promouvoir, à la développer, en votre qualité de ministre des Affaires étrangères, mais également parce que vous êtes chargé du commerce extérieur, chargé du tourisme. Eh bien voilà, je crois que nous avons devant nous ce soir un exemple éclatant de ce que notre pays peut rester attractif, et nous tirons, je crois, une fierté légitime lorsque nous constatons, sans immodestie excessive, qu'avec 450 universités partenaires, avec plus de 4000 étudiants étrangers dans nos murs, Sciences Po est un élément de cette attractivité. Monsieur le Premier ministre, les étudiants qui sont devant vous ce soir sont aussi, d'une certaine façon, des pionniers, puisqu'ils sont les élèves d'une toute jeune école. PSIA fête cette semaine son 4e anniversaire. Et en 4 années, un énorme chemin a été parcouru, un énorme chemin qui traduit le fait qu'un énorme travail a été accompli. Il l'a été par les équipes qui font vivre cette école, il l'a été également par les enseignants qui y interviennent, qui sont pour beaucoup d'entre eux les meilleurs spécialistes des questions dont ils traitent. Beaucoup d'entre eux sont également de très grands professionnels des questions internationales et du reste, certains d'entre vous agissent et travaillent au quotidien auprès de vous, Monsieur le Premier ministre. À cette même tribune, il y a un an, vous avez partagé avec nous votre vision, une vision de la France de dans 10 ans. C'était dans la foulée, je crois, d'un séminaire gouvernemental sur le sujet. Le président de la République avait souhaité que le gouvernement réfléchisse de manière prospective à ce que notre pays pourrait être. Je ne pense pas que nous allons vous demander ce soir si votre vision de la France pour dans 10 ans a évolué au cours de ces 12 derniers mois. Et je ne sais pas le thème que vous avez choisi de traiter pour nos étudiants aujourd'hui. Je note seulement, et je le note non sans un certain serrement de cœur, que les sujets d'attention les plus graves ne manquent pas en cette période. Je n'ai pas la prétention d'en dresser une liste exhaustive, ce serait bien inutile et tout à fait vain, mais je pense bien sûr aux conflits qui déchirent le Proche-Orient, des conflits plus violents que jamais, ceux qui embrassent une partie de l'Afrique et dans lesquels, du reste, notre pays est engagé,
ceux mêmes qui se déroulent sur les marches orientales de notre continent, là où nous pensions que la guerre n'était simplement plus imaginable. On peut penser à d'autres sujets graves que ces conflits, le désastre sanitaire qui semble s'amplifier en Afrique noire à mesure que s'étend l'épidémie d'Ebola. On peut penser à ces sujets graves aussi que sont les sujets économiques, avec des désordres économiques durables qui frappent aussi bien le monde développé que le monde des émergents. Et on peut penser également à ce sujet majeur que sont les changements très lents qui affectent notre planète, la physique même de notre planète, et qui, dès lors, affecteront, nous le savons maintenant avec certitude, la possibilité pour les humains de vivre sur cette terre. S'agissant de ce dernier point, peut-être savez-vous, Monsieur le Premier ministre, que nous avons lancé au mois d'avril dernier, en présence du président Jimmy Carter, une initiative qui doit mobiliser l'ensemble de la communauté de Sciences Po en vue de la préparation de la conférence sur le climat que vous accueillerez à Paris à la fin de l'année prochaine. Nous avons intitulé cette initiative, à laquelle Laurence Toubiana, ici présente avec nous ce soir, a beaucoup contribué, avec bien sûr Hassan Salamé et toutes ses équipes. Nous l'avons intitulée Paris Climat 2015, Make it work. C'est de l'anglais, mais nous avons tous compris que ça signifie que nous souhaitons que cette conférence sur le climat soit un succès. Notre initiative culminera avec une simulation de négociations internationales, simulation grandeur nature, qui mobilisera nos étudiants et ceux d'universités partenaires au cours du mois de mai prochain. Notre souhait, c'est que l'ensemble des événements qui jalonneront cette année puissent éveiller les consciences à l'importance de la question du climat et puissent contribuer modestement au succès de la conférence qui se tiendra en décembre 2015 dans notre pays. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi, pour conclure, de vous remercier à nouveau très chaleureusement du temps que vous nous consacrez dans un emploi du temps qui est évidemment particulièrement lourdement chargé. La liste des sujets que j'évoquais tout à l'heure nous le rappelle suffisamment. Merci de venir consacrer un peu de temps à ces élèves qui entament un parcours de 2 ans parmi nous. Beaucoup d'entre eux sont plus à l'aise dans la langue anglaise que dans la langue française, et donc vous verrez qu'ils seront plus particulièrement attentifs à chacune de vos syllabes pour être sûr de ne manquer aucun des mots que vous prononcerez. Je vous remercie par avance de l'accueil bienveillant que vous réserverez aux questions qu'ils vous poseront à l'issue de votre intervention. Vous avez vous-même souhaité cette séance de questions et de réponses avec eux. Il me reste à confier ce micro à Hassan Salamé, qui est le fondateur et le doyen de PSIA, notre école d'affaires internationales. Hassan est professeur de relations internationales à Sciences Po depuis de nombreuses années. Je crois qu'il y a plus de 25 ans, cher Hassan, que vous êtes adulé de nos étudiants. Avec quelques infidélités, il a raison de le rappeler, puisqu'il a choisi à certains moments de son parcours d'assumer d'importantes responsabilités hors de nos frontières, parce que Hassan est aussi un acteur unanimement respecté dans le champ des relations internationales, dans le champ de la résolution des conflits. Et donc, c'est avec grand plaisir que je lui cède le micro, puisque c'est lui qui jouera le rôle de modérateur pour cette soirée et qui, pour commencer, Monsieur le Premier ministre, va nous dire quelques mots. À toutes et à tous, une très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Directeur. Merci pour ces mots concernant PSIA et concernant ce pari gagné. Merci pour le bon anniversaire pour cette 5e année que nous entamons dans cette école. Je voudrais dire qu'il était naturel de voir l'École des affaires internationales de Sciences Po entretenir la meilleure coopération possible avec le ministère que vous dirigez avec brio, Monsieur le Premier ministre. Votre présence ce soir est en réalité le signe emblématique d'une entraide multiforme. Nous avons ainsi transformé l'initiative que vous aviez ici même lancée il y a exactement 1 an pour une révision des modes d'exercice du droit de veto en Conseil de sécurité en un colloque international en coopération avec votre centre de prévision. Nos professeurs, autant que nos étudiants, sont très engagés, comme le rappelait M. Mion, en contact étroit avec Mme Toubiana et vos équipes pour le succès du sommet du climat en 2015. Vos diplomates transmettent leur riche expérience à nos étudiants et ces derniers sont nombreux à bénéficier de vos bourses d'études
et à effectuer leur stage dans vos ambassades. Pour tout cela aussi, je vous exprime, Monsieur le Premier ministre, toute notre reconnaissance. Heureusement pour votre public de ce soir, et j'allais dire malheureusement pour le monde, les sujets ne manquent point pour cette leçon inaugurale. Le système global est en effet couvert de nuages épais, des plaines de l'Ukraine jusqu'aux rues d'Alep et de Mossoul. Des rivières de sang coulent avec abondance. Les négociations sur le nucléaire iranien piétinent. La sortie d'Afghanistan paraît tous les jours plus hasardeuse. Les tensions nationalistes montent en Asie extrême. Un millénarisme ostraciste saisit les volontaires des guerres de religion. De redoutables pandémies meurtrissent l'Afrique occidentale. La récession reste un souci quotidien en Europe pour ceux qui se soucient de paix, de stabilité, de progrès, de prospérité, de diversité. La liste des défis est bien longue, plus longue avec chaque jour qui passe, chaque conflit qui s'ouvre, chaque initiative qui s'ensable, chaque médiation qui échoue. On peut donc légitimement être saisi par le doute sur le monde incertain qui se dessine à l'horizon et que nos étudiants auront, après nous, à comprendre et à gérer. Ils continuent de croire à une communauté internationale, mais ils doivent reconnaître ses déficits évidents. Elle n'est ni aussi coopérative, ni aussi intégrée, ni aussi performante, ni aussi solidaire qu'ils l'auraient souhaité. Le regard se porte vers les leaders d'aujourd'hui, particulièrement vers ceux qui dirigent les grandes puissances, et ils se trouvent déroutés par les hésitations hamlétiennes de l'un, les poussées révisionnistes de l'autre, l'opportunisme mercantiliste d'un troisième et le nationalisme renaissant de bien d'autres. Comment donc envisager une action multilatérale, consensuelle mais volontariste, entre des hommes qui habitent des siècles aussi différents, qui portent des projets aussi éloignés, qui sont mus par des humeurs aussi contrastées? Nos étudiants sont venus vous entendre sur les moyens les meilleurs pour répondre à ces défis, gérer ces crises, résoudre ces conflits et, ce faisant, aplanir leur propre entrée dans le monde. Ils savent que la diplomatie française n'est pas restée inactive dans les cénacles qui comptent. Ils savent que sur plus d'un théâtre, la France a courageusement déployé ses soldats sans attendre que d'autres se résolvent à agir. Ils savent que vous ne cessez de proposer des réformes et de lancer des idées nouvelles, y compris depuis cet amphithéâtre. Et ils savent aussi qu'ils ont en vous un orateur hors pair. Votre socialisation artistique et votre formation littéraire habillent d'élégance votre propos. Votre passage dans cette maison a affiné très tôt votre sens politique. Vos années de grand trésorier, puis de Premier ministre, ont consolidé votre connaissance des rouages de l'État moderne, de ses moyens, mais aussi de ses limites. Votre présidence du perchoir a renforcé votre attachement au débat démocratique. Votre ouverture aux médias interactifs vous rapproche de la jeune génération. Et vos charges présentes ouvrent grandes ouvertes vos fenêtres sur ce monde incertain, mais aussi prometteur, suturé de blessures, mais toujours capable d'espérance, que nos étudiants sont venus ce soir en masse vous entendre décrire. Monsieur Fabius, the floor is yours. Monsieur le directeur, monsieur le jeune doyen, mesdames et messieurs les professeurs et étudiants de l'École des affaires internationales, mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, je veux vous remercier de m'avoir invité à ouvrir cette année universitaire. Vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, je crois que c'est la 3e année. Vous mériteriez d'être diplomate, puisque, d'une part, vous m'avez fait compliment de ma présence, mais vous m'avez rappelé ma condition de mortel en souhaitant que mes successeurs perpétuent cette tradition. Je ne peux pas m'engager pour eux, je ne les connais pas, je ne connais pas le siècle dans lequel ils seront appelés à me succéder, mais en revanche, je peux vous dire que c'est toujours un très grand plaisir de me retrouver dans cette salle que j'ai fréquentée quand j'étais à un autre stade de ma vie, et surtout pour devant vous, parce que les 2 années précédentes, où j'étais un peu long,
sera le cas aussi cette fois-ci, m'ont laissé un très bon souvenir, non pas de ma longueur, mais de la vivacité de vos questions. Et je me suis dit, ces 2 dernières années, en sortant de cette conférence, ici, il y a des jeunes de tous les pays du monde qui aiment la France, qui ont un regard ouvert et qui vont peut-être arriver à contribuer à changer le monde. Donc, c'est pourquoi ça me fait plaisir d'être avec vous. Vous l'avez dit, l'été 2014, sur le plan international, c'est l'été de tous les dangers, c'est même l'été de toutes les crises. Vous les avez énumérés, mais la liste est malheureusement terriblement longue. Entre Gaza et Israël, l'Irak, la Syrie, l'Ukraine, la Libye, le Sahel, la Centrafrique, d'autres encore. À chaque fois, ce sont des conflits meurtriers et qui concernent d'autant plus la France qu'ils interviennent dans des parties du monde où la France, traditionnellement, est active. Et ces conflits, ces crises s'ajoutent à d'autres crises. Vous les avez citées. La crise sanitaire avec la fièvre Ebola, la crise climatique, j'en parlerai, avec les dérèglements liés aux gaz à effet de serre, la crise économique, tellement finie qu'on voit l'atonie européenne, qui dessine un monde instable et très menaçant. Dans ce monde, je pense que les crises, non seulement se multiplient, on le constate, mais se nourrissent les unes les autres. La guerre américano-britannique d'Irak, Saddam Hussein, et l'intervention en Afghanistan ont contribué à disperser Al-Qaïda à travers la planète. Ces métastases au Sahel ont renforcé des mouvements plus anciens et en ont généré de nouveaux. L'anarchie en Libye a nourri le terrorisme en Afrique. La Syrie est devenue un champ de bataille entre dictatures et djihadistes, les uns et les autres contribuant à la montée de ce que je vais appeler à partir d'aujourd'hui les égorgeurs de Daesh. Je disais il y a quelques dizaines de minutes devant les députés, l'État islamique, non. D'abord, c'est un étrange hommage qui serait rendu à nos adversaires que de reprendre le nom qu'ils se sont donné. Ce n'est pas un État. Ils voudraient être un État, mais c'est un groupe terroriste. Et islamiste, en français, est perçu comme une notion ambiguë, ambivalente, islam, islamique, islamiste, musulman. Alors que ce groupe d'égorgeurs, bien évidemment, égorge aussi et d'abord des musulmans. Et comme bien nommer les choses, c'est important, je pense que dans nos pays, il faut les appeler par le nom qu'ils méritent, ce sont des égorgeurs. Il y a donc des relations entre toutes ces crises. Et vous y avez fait allusion d'un mot, monsieur le doyen, j'ai senti ça dans une nuance de votre propos. Il s'est trouvé aussi qu'un certain nombre d'actions ou d'inactions ont contribué à ces crises. Nous y reviendrons peut-être dans les questions. Je considère que la renonciation aux frappes contre Bachar el-Assad, il y a exactement un an, fin août 2013, après les attaques chibiques qu'il avait pourtant perpétrées, cette renonciation n'a pas été sans effet à la fois sur la situation de ce pays, sur la situation de cette région et sur le comportement ultérieur du président russe en Crimée ou dans l'Est ukrainien. Ces différentes crises sont évidemment différentes, mais je pense que, sans chercher à trouver des liaisons artificielles, leur simultanéité, leur multiplication
et l'incapacité collective à les résoudre ne sont pas le fait du hasard. Les causes de cette situation peuvent nous éclairer sur l'état du monde et sur les dynamiques géopolitiques à l'œuvre. Et c'est pourquoi j'ai choisi, dans une première partie, de traiter de cela en distinguant 3 causes, avec un petit peu d'arbitraire, d'ordre général, qui expliquent le nombre de ces crises et leur simultanéité et leur ampleur. La première explication, j'avais, je crois, déjà eu l'occasion d'utiliser ces concepts l'an dernier, c'est ce que j'appelle la dépolarisation du monde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous sommes passés, si on est un peu schématique, du monde de l'après-guerre, qui était un monde bipolaire. Les États-Unis et l'URSS s'affrontaient, mais contrôlaient ensemble les crises. Nous sommes passés de ce monde bipolaire à un monde unipolaire, lorsque le mur du Berlin est tombé, et à ce moment-là, c'était les États-Unis qui faisaient la loi, et eux seuls. Et désormais, nous connaissons un monde que j'appelle zéro-polaire, avec des repères idéologiques qui sont brouillés, dans lequel il existe bien sûr des puissances majeures, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, mais sans qu'aucune de ces puissances, seule ou en alliance stable avec d'autres, ne maîtrise vraiment les crises. Et je pense que c'est faute de puissance réellement régulatrice que notre monde est devenu un monde de tous les dangers. Alors, nous savons bien quelle est la solution, quelle est la piste pour remettre de l'ordre, de la stabilité et de la paix dans ce monde de tous les dangers. C'est ce qu'on appelle un monde multipolaire organisé. Et c'est la volonté forte politique de la France d'agir en ce sens, quels que soient d'ailleurs les gouvernements récents. Mais si l'on veut aller dans ce sens multipolaire organisé, il y a plusieurs séries de conditions à remplir, qui, vous allez le voir, ne sont pas toutes faciles. Les États-Unis doivent partager non seulement l'analyse de cette situation, mais en tirer les conséquences pratiques. L'Union européenne doit revendiquer et montrer une véritable capacité stratégique. Les pays émergents, je pense notamment à la Chine, doivent assumer toutes les responsabilités de leur puissance nouvelle. Et la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, doit respecter les principes fondamentaux de cette organisation, cependant que l'ONU, cause et conséquence de tout cela, doit jouer pleinement son rôle de gardien de la paix et de la stabilité. On voit que, sur tous ces points, nous sommes assez loin de l'objectif. Mais c'est la première remarque que je voudrais insuffler dans votre esprit, c'est parce que ce monde est un monde dépolarisé que les crises ne parviennent pas à être maîtrisées et qu'elles sont à la fois si nombreuses, si simultanées et qu'elles se nourrissent. Une deuxième explication de ce monde multicrise, qui entraîne d'ailleurs dans les opinions publiques une inquiétude généralisée, ce qu'on pourrait appeler la paninquiétude, une deuxième explication de ce monde multicrise est ce que j'appellerais l'éclatement de la puissance. D'un côté, vous avez de nouveaux États qui revendiquent, et souvent avec raison, une place accrue. Mais d'autre part, les États ne détiennent, loin de là, plus le monopole de la force. Certains États n'ont plus que le nom d'État. On pense à la Libye, on pense à la Centrafrique. Résultat notamment de décennies de malgouvernance qui les ont fragilisés. Et face à cette vacance de l'autorité étatique, d'autres groupes, qui ne sont pas des États, revendiquent ce rôle. C'est le cas, par exemple, de ceux que j'appelais les égorgeurs de Daesh, qui ne sont pas un État, qui ne représentent absolument en rien l'islam, mais qui prétendent s'arroger des pouvoirs quasi-étatiques en matière de prélèvement financier, de justice, d'armée, de pensée, et d'abord et enfin de vie ou de mort. De sorte que la société internationale dans laquelle nous vivons se retrouve non pas du tout celle que nous avons apprise ou enseignée,
Mais c'est une société internationale confuse, mélangée, avec des notables traditionnels, des nouveaux riches, des mafias, des milices, des groupes interlopes et des hors-la-loi. Et cet éclatement de la puissance, puisque c'est le concept que je veux introduire dans notre réflexion, paralyse les mécanismes traditionnels de sécurité collective, particulièrement le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui n'exerce du coup pas suffisamment son rôle de juge de paix. Si l'on rapproche les deux phénomènes, d'une part la dépolarisation du monde, d'autre part l'éclatement de la puissance, je pourrais essayer de résumer la situation internationale actuelle en disant qu'il y a davantage de forces à contrôler et moins de forces pour les contrôler. Et j'ajoute une troisième explication qui repose sur ce que j'appellerais la dispersion de la capacité destructrice. C'est vrai sur le plan nucléaire, et vous avez fait allusion à la discussion actuelle sur le nucléaire iranien. Mais plus généralement, pour des raisons notamment technologiques, des groupes et même des individus peuvent beaucoup plus facilement qu'hier acquérir, amplifier et projeter leurs propres capacités destructrices. Les attentats effroyables de New York le 11 septembre 2001, dont on a fêté l'anniversaire triste, avaient coûté, estime-t-on, on ne peut pas résumer ça à une affaire financière, à l'évidence, mais il faut tout de même des finances pour préparer. On estime que cela avait coûté en préparation de l'ordre de $1 million. Aujourd'hui, Daesh dispose de plusieurs centaines de millions de dollars, voire des milliards, puisque dans le seul rapt de la banque de Mossoul, il a prélevé, en espèces sonnantes et trébuchantes, 500 millions de dollars. Songez aux dégâts aussi que rend désormais possible la puissance de Boko Haram au Nigeria. Ces groupes dont je parle sont de nature très diverse. Certains, et je ne parle évidemment pas de Daesh, peuvent porter des revendications légitimes, même si leurs moyens ne le sont pas. D'autres développent des thèses et des pratiques qui sont totalement inacceptables. Mais ce que j'ai à l'esprit, c'est que les États installés, qui sont souvent divisés, éprouvent beaucoup de difficultés à pouvoir engager un dialogue avec les premiers et à combattre efficacement les seconds. Ces trois phénomènes, et je ne veux pas être plus long sur ce point, la dépolarisation du monde, l'éclatement de la puissance et la dispersion des capacités destructrices, expliquent, me semble-t-il, pour une large part, les difficultés à mettre fin à ces crises. On assiste au pourrissement de ce que, dans vos études, j'imagine, enfin c'était le cas quand moi-même je faisais des études, on appelait l'ordre westphalien. Il faut se méfier des comparaisons historiques parce que, contrairement à ce qu'on dit, l'histoire, d'abord, n'apprend jamais rien et ne se répète jamais. Mais, au-delà de cette formule à la fois brillante et fausse, est-ce qu'il n'y a pas quelques leçons à tirer, par exemple, de ce qui s'est passé, et qui est dans toutes vos mémoires, j'imagine, il y a un peu plus de 4 siècles en Europe. À l'époque, l'Europe connaissait le chaos parce que les peuples s'y entretuaient, non pas au nom des nations, parce que ce concept était largement inconnu, mais au nom de luttes interreligieuses et même intra-religieuses, puisque c'était souvent la lutte entre les catholiques et les réformés. À l'époque, il n'y avait pas d'institution capable de rétablir l'ordre et la sécurité. Et c'est précisément au milieu du XVIIe siècle qu'avec un philosophe, les philosophes sont très importants, Hobbes et son Léviathan, apparut une idée et une pratique nouvelle. Les citoyens décident de passer entre eux un contrat pour déléguer à une institution, qu'on appelle l'État, le monopole de la violence. Et ce fut alors la création de la puissance publique et de l'ère moderne, source ensuite de prospérité. Le contexte, évidemment, aujourd'hui est tout à fait différent. Mais est-ce qu'il n'y a pas, pour notre réflexion, un phénomène un peu voisin qui se produit aujourd'hui, au Moyen-Orient comme en Afrique et jusqu'en Indonésie, les luttes mortelles entre, y compris partisans d'un même tronc religieux, je pense aux chiites et aux sunnites, se développent, avec la proclamation de groupes
qui ignore totalement les frontières et donne le primat aux religions sur la notion même d'État. Et les menaces et les dégâts sont si graves que dans cette situation, certains vont même, on entend cela que je ne partage en aucun cas, jusqu'à regretter, c'est un peu le café du commerce, le temps des Saddam Hussein et autres Kadhafi, regret que nous ne pouvons partager, car on ne peut condamner les peuples à l'alternative, ou bien la dictature, ou bien le terrorisme. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut renforcer l'État, les États, tout en les modernisant, en les adaptant, en les confortant comme institutions, comme lieu de stabilité, capables de rassembler des populations diverses pour un projet commun, capables aussi de négocier avec leurs voisins, de trouver des compromis, d'assurer la paix et, si possible, dans une société internationale qui soit maîtrisée. Les diplomaties ont été construites pour traiter d'État à État et pour gérer des conflits surtout interétatiques. Or, aujourd'hui, en vertu de ce que je viens de dire, beaucoup se retrouvent face à des situations et à des acteurs qu'elles ont du mal à appréhender, puisque ce n'est pas l'ordre traditionnel des choses. À ces causes générales, et je ne veux pas être plus long sur ce point, s'ajoutent des situations régionales particulières. Je pourrais longuement parler de l'Afrique, peut-être y aura-t-il des questions sur ce point, mais pour m'en tenir au Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien, sans cesse recommencé, alimente un terreau d'affrontements permanents. Les oppositions religieuses contribuent au conflit. Les printemps arabes, à l'origine facteurs d'espérance, ont placé plusieurs pays devant le choix impossible que j'évoquais il y a un instant, pour schématiser dictature ou terrorisme. Là où la solution souhaitable serait un régime modéré, je dirais à la tunisienne, inclusif, respectueux des droits humains et porteur de progrès. J'y ajoute les contradictions et les hésitations de la communauté internationale et de plusieurs de ses dirigeants. J'y ajoute certaines interventions militaires justifiées et d'autres non, en tout cas rarement suivies du long accompagnement politique indispensable. J'y ajoute la marée misérable des déplacés et des réfugiés. J'y ajoute la contagion des problèmes transfrontières. J'y ajoute la pauvreté persistante des peuples qui contraste avec l'insolente richesse de certains dirigeants. Tout cela, chacun le comprend, ajoute des crises aux crises, face auxquelles le simplisme destructeur et même mortifère du nouveau terroriste constitue une terrible menace, non seulement pour les pays directement concernés, mais pour le monde entier, donc pour nous. Chers amis, la stabilité repose sur quelques principes, dont l'intangibilité des frontières, sur des mécanismes de gouvernance, l'ONU et le Conseil de sécurité, et sur des États qui y contribuent militairement, financièrement, sous le contrôle des organisations internationales légitimes. Ce modèle-là, qui est le modèle classique, est aujourd'hui très fragilisé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une remise en cause des normes fondamentales, notamment le respect des frontières, parce qu'il y a, j'y ai fait allusion, une paralysie des institutions multilatérales face à certaines crises, parce qu'il y a un manque d'engagement de certaines puissances en faveur de la paix et de la stabilité. Mais en même temps, car je ne veux pas être injuste, si le modèle actuel est contesté localement et même ébranlé, il n'y a pas aujourd'hui de modèle évident de rechange. Le monde multipolaire organisé que la France veut contribuer à construire passe en effet par l'adaptation sans doute, mais la consolidation de l'ordre international. Et nous avons toutes les raisons à la fois de rester attachés à ces principes fondamentaux, je pense à la stabilité des frontières, au respect des droits de l'homme, et en même temps de réformer le multilatéralisme pour l'adapter au nouveau monde, en faisant évoluer nos modes d'action pour prendre en compte les nouvelles menaces et la multiplication de ces acteurs avec lesquels il faut dorénavant traiter. Je tire de cela quelques grandes orientations pour notre action, je m'exprime comme chef de notre diplomatie, que j'ai eu l'occasion, pour certaines d'entre elles, de présenter la semaine dernière lorsque je réunissais ce qu'on appelle traditionnellement la conférence des ambassadeurs. Disant cela, je ferai une incise, qui est que je souligne que la France, pour sa part, refuse absolument le piège de la résignation. Il pourrait être tentant, alors que le monde s'achemine vers un ordre post-westphalien,
d'en conclure que les États sont condamnés à l'impuissance. Ils sont défiés, je vous l'ai dit, ils ne peuvent pas tout régler seuls, mais ma conviction est qu'ils restent au centre du jeu et qu'ils doivent demeurer les principaux dépositaires de la légitimité. Et cette position serait menacée s'ils refusaient d'assumer leurs responsabilités. Refuser d'assumer cette responsabilité, c'est ce que j'appelle, et il y a une tentation chez certains dans l'arc politique, y compris français, la tentation neutraliste. Il y a des gens, chacun reconnaîtra de qui il s'agit, qui, flattant un prétendu bon sens populaire, refusent ou refuseraient, s'ils étaient en responsabilité, pour la France tout engagement, en insistant sur les inconvénients de l'action. Mais je tiens à vous dire que les inconvénients de l'action, il y en a toujours. Mais ils oublient que lorsqu'on est en responsabilité, il faut toujours comparer les inconvénients de l'action et les inconvénients de l'inaction. Et que la plupart des crises emportent des conséquences mondiales. À ces neutralistes, je pense qu'il faut opposer qu'on doit, si l'on est sérieux, responsable, mettre en balance le coût de l'action et le coût de l'inaction. Et dire que l'inaction ou le retard, ce qu'on appelle la procrastination, envoie de très mauvais signaux à tous ceux, et ils sont nombreux, qui guettent pour bafouer le droit, violer les frontières, défier l'ordre mondial ou, plus simplement, porter atteinte à nos intérêts. Et donc, la diplomatie française récuse cette tentation neutraliste. Mais elle récuse aussi ce qu'on pourrait appeler la tentation gesticulatoire, d'une diplomatie qui serait une sorte de diplomatie de l'affichage, qui parlerait beaucoup, qui agirait peu, et qui prendrait le risque de nous isoler, alors que c'est un point très important sur lequel je n'ai pas le temps d'insister. Dans ce monde nouveau, il faut, pour être efficace, travailler bien davantage en réseau que par le passé. La politique extérieure de la France se veut donc non pas neutraliste ou gesticulatoire, mais active et réfléchie. Et souvent, le public se demande, mais au fond, qu'est-ce qui vous guide? Eh bien, lorsqu'on est président de la République, Premier ministre ou chef de la diplomatie française, le devoir qu'on a, c'est de servir un certain nombre de grands objectifs qui doivent à la fois s'accorder avec les intérêts propres du pays qui est le sien et avec une vision du monde. Et c'est pourquoi la diplomatie française veut être globale. Globale dans sa conception. L'action extérieure de la France est une. Et c'est notamment pourquoi, vous en avez peut-être pris connaissance, le président de la République et le Premier ministre ont décidé d'élargir les compétences du ministère des Affaires étrangères, qui devient maintenant le ministère de l'action extérieure de l'État, puisqu'il englobe l'ensemble du champ du développement international, et, vous l'avez souligné aussi, le commerce extérieur, le tourisme, etc. Global dans son champ géographique, parce que nous ne devons pas simplement nous intéresser aux continents traditionnellement, entre guillemets, privilégiés, l'Europe, l'Amérique du Nord, une partie de l'Afrique, mais aussi l'Asie, l'Amérique du Sud et toutes les Afriques. Global dans les méthodes que nous choisissons. La diplomatie doit utiliser tous les canaux. La diplomatie stratégique, enfin, ce n'est pas Metternich qui veut, la diplomatie économique, culturelle, éducative, de développement, de francophonie, de sport. Nous devons parler avec tous les acteurs, étatiques ou non, pourvu qu'ils souscrivent à un minimum de règles. Et notre diplomatie doit être globale, enfin, dans ses objectifs, qui sont au nombre de 4, et je voudrais maintenant dire un mot sur chacun d'entre eux. Le premier objectif, mesdames et messieurs, de notre diplomatie, l'objectif qui nous détermine lorsque nous avons à prendre une décision, c'est tout simplement la paix et la sécurité. La paix et la sécurité, ce n'est pas le pacifisme. D'où le choix par le président de la République, parfois de l'intervention, toujours de l'action, dès lors que celles-ci sont nécessaires et conformes au droit international. Vous avez cité le Mali, la Centrafrique. D'où la nécessité absolument impérieuse d'avoir un outil de défense qui soit efficace. D'où notre appui concret, je prends l'exemple tristement d'actualité, aux populations aujourd'hui pourchassées en Irak.
D'où la préparation pour lundi prochain d'une conférence internationale pour la sécurité en Irak et contre Daesh. D'où nos efforts constants en Asie du Sud-Est pour apaiser les tensions, ou à l'est de l'Europe pour encourager la désescalade entre Russes et Ukrainiens. D'où notre action pour rechercher une paix durable entre Israël et les Palestiniens, qui passe, à notre sens, par la solution des deux États, ce qui signifie, certains l'oublient, qu'il faudra bien à un moment reconnaître l'État palestinien. Ce que je veux dire, et je pourrais continuer la liste, à chaque fois qu'une question est posée au président de la République, au gouvernement ou à moi-même concernant un choix majeur de politique extérieure, notre réponse est dictée par cet objectif central, qui peut être à moyen terme d'ailleurs, la sécurité et la paix. C'est le premier objectif de notre diplomatie. C'est le sens des choix, par exemple, que nous faisons et que nous allons faire en ce qui concerne Daesh, l'Irak et la Syrie. Si on veut répondre à ce danger transnational qui peut atteindre jusqu'à notre sol, il faut une mobilisation internationale. Vous savez qu'il y a malheureusement plusieurs centaines de Français djihadistes qui sont présents en Irak et en Syrie. Vous savez qu'en Irak, le gouvernement et les minorités ont appelé à l'aide. Nous y répondons à la fois par des livraisons de matériel militaire et par de l'aide humanitaire, et par l'accueil, en France aussi, d'un certain nombre de réfugiés. Nous soutenons sur le plan politique, parce que la politique est toujours première, la constitution d'un gouvernement inclusif. Et nous avons dit que, si nécessaire, nous participerons à telle ou telle action militaire. En Syrie, la situation est à la fois la même et différente. Dans la mesure où Daesh est transnational, Irak, Syrie, pour ne pas parler d'autres pays voisins, il faut, si l'on veut lutter contre ces égorgeurs, être présent en Irak, mais aussi s'intéresser à la Syrie. Mais du point de vue juridique, comme du point de vue gouvernemental, la situation est évidemment différente. C'est pourquoi, en tout état de cause, nous continuerons à aider l'opposition modérée syrienne, qui a la rude tâche de devoir combattre à la fois M. Bachar el-Assad et les terroristes de Daesh. Certains médias récemment ont titré, et j'ai relevé, « La France veut agir en Irak, pas en Syrie ». Alors, on ne tirait aucune conclusion. Sinon celle-ci, je me rappelle fort bien que dans l'affaire irakienne, dans une autre temporalité, la position prise par le président Chirac avait été excellente, et à l'époque, étant de l'opposition, je l'avais totalement soutenue. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Nous devons agir dans les deux cas, mais pas selon les mêmes modalités. Dans les deux cas, la solution durable est politique. Daesh se nourrit du vide d'État et des décisions qui aliènent les populations, et non en particulier les populations sunnites. Si on veut favoriser la solution dans ce pays, eh bien, il faut arriver à ce gouvernement inclusif, et nous réunissons donc ce lundi une conférence autour des principaux États impliqués. Mais cette approche, nécessairement, va être un peu différente en Syrie, ne serait-ce que parce que, vous vous rappelez, les séries de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies par deux puissances qui, très vraisemblablement, n'ont pas l'intention, dans l'immédiat, de changer. Dans les deux cas, en tout cas, il faut continuer d'agir dans le sens d'une solution effective et d'une solution politique. La paix et la sécurité, c'est aussi le sens de notre action dans la crise russo-ukrainienne. On ne comprendrait pas que je n'y fasse pas allusion. C'est une situation extrêmement complexe, où il y a à la fois des héritages de l'histoire, des frustrations diverses, des aspirations divergentes, du nationalisme. Enfin, vous avez énuméré à juste titre la liste. La Russie conduit ce que certains appellent un conflit non linéaire, associant tension et détente, tout en menant sur le terrain des actions de déstabilisation de manière souvent indirecte. Quelle est la stratégie de la France? Là encore, si plus tard vous abordez les champs de la diplomatie, ou même dans toute fonction de responsabilité, il faut, au-delà de l'analyse précise des situations, se fixer un cap. Et par rapport à ce cap, il faut tenir compte des évolutions avec réalisme, mais ne jamais perdre de vue ce cap.
Nous avons, dès le début, avec le président de la République, dit que notre attitude devait être de fermeté et de dialogue. Ce n'est pas le balancement circonspect cher aux sciences politiques. C'est tout simplement quoi? Fermeté. La Russie du président Poutine a annexé la Crimée. On ne peut pas accepter qu'un pays, sous prétexte qu'il est puissant, annexe contre sa volonté une partie, une région d'un autre pays. Non seulement dans le cas d'espèce, mais imaginez ce que cela signifie en Europe, en Afrique, en Asie, dans tous les continents. Cela n'est pas acceptable. De la même façon qu'il n'est pas acceptable que directement, ou pas personne à déposer, on fasse la guerre, on nourrisse un conflit sur une partie d'un État voisin. Donc il faut réagir. Et pour réagir, même s'il y a des inconvénients, et il y en a, ce sont les sanctions. Car j'imagine que personne de raisonnable ne prétend que la guerre va être déclarée à la Russie. Et en même temps, si l'on veut arriver à la désescalade, il faut essayer de garder le fil du dialogue. Non pas avec ceux qui pensent exactement la même chose que vous, c'est ce que Valéry appelait cette inimitable saveur que l'on ne goûte qu'à soi-même. Oui, mais ça, c'est pas la diplomatie. Il faut parler avec d'autres, et même essentiellement avec d'autres. Et c'est le format qu'on a appelé le format de Normandie, en l'occurrence Bénouville, où l'action de la diplomatie française, singulièrement du président de la République, a été de faire se rencontrer ceux qui, jusqu'à présent, ne parlaient pas ensemble. Et nous continuons avec le président Poutine, le président Porochenko, Mme Merkel et le président français, et au niveau correspondant avec mes collègues ministres des Affaires étrangères. Donc la fermeté et le dialogue, pour arriver à une désescalade, pour arriver à une certaine vision qui n'est pas utopique, mais qui est un objectif où l'Ukraine, de par sa situation géographique, pourra avoir des relations, j'allais dire, correctes, à la fois avec la Russie et à la fois avec l'Union européenne. Voilà l'objectif. Très difficile à atteindre, parce que les passions, parce que la politique, parce que les nationalismes, parce que les intérêts, parce que... Bien. Mais c'est à cela que nous travaillons. Et là, nous sommes dans l'histoire en train de se faire, de se bâtir. Nous avons, entre les pays d'Europe, décidé un certain nombre de sanctions. Nous avons une réunion l'autre jour, à l'OTAN, c'était à la fin de la semaine dernière, nous avons examiné ces questions, y compris avec les États-Unis. En ce moment même, des sanctions et leurs conditions de publication et d'application sont discutées. Fonction de ce qui se fait sur le terrain, un cessez-le-feu a été signé, un protocole d'accord en 12 points. Est-il respecté? N'est-il pas respecté? S'il est respecté, bravo, c'est l'objectif. Et dès lors, les sanctions pourront ne pas être appliquées ou être suspendues. S'il n'est pas respecté, et même si cela a des inconvénients, les sanctions devront être poursuivies. À long terme, en tout cas, nous souhaitons que la Russie reste un partenaire majeur pour la France et pour l'Europe, qu'elle assume ses responsabilités dans l'ordre international, mais nous ne pouvons pas laisser mettre en cause la sécurité de l'Europe. Or, en l'espèce, c'est bien de cela qu'il s'agit. C'était le premier objectif, la paix et la sécurité. Le deuxième objectif, c'est l'organisation de la planète et sa préservation. Sur l'organisation de la planète, je passe rapidement, c'est une question absolument fondamentale, mais j'imagine qu'il y aura des questions, puisque nous sommes à la semaine qui précède l'Assemblée générale des Nations unies. Nous avons une certaine conception des Nations unies, qui pour nous est absolument fondamentale. Nous demandons un certain nombre de modifications, nous faisons des propositions, y compris assez ambitieuses, là aussi jugées parfois idéalistes. Compte tenu de la paralysie du Conseil de sécurité, nous avons proposé que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité acceptent, lorsqu'il y a crime de masse, de suspendre volontairement l'utilisation de leur droit de veto, ce qui permettrait, dans des affaires comme le drame syrien, 190 000 morts, 190 000 morts, qu'il n'y ait pas une paralysie de cette instance qui est un juge de paix et qui devrait pouvoir faciliter la solution des crises. Et puis, bien évidemment, nous avons une vision que vous connaissez sur la représentativité des différents pays, sur la modification du Conseil de sécurité, sur la place plus grande qui doit être prise par des pays en développement. Vous connaissez cela parfaitement. Mais
non seulement nous intéressons pratiquement, et nous sommes un des acteurs, puisqu'il n'y a que 5 membres permanents au monde dans le Conseil de sécurité, mais au-delà de l'organisation de la planète, nous sommes un acteur qui se veut extrêmement volontariste sur la préservation de la planète. Et je veux dire là-dessus quelques mots parce que j'ai compris, monsieur le directeur, et je vous en félicite, que l'année prochaine, Sciences Po va contribuer activement à la préparation de la COP 21. Avant d'entrer dans cette salle, je pensais que la solution à trouver serait difficile. Maintenant, je sais que nous allons la trouver. Et en tout cas, c'est un enjeu majeur parce que, sans me payer de mots, vous avez bien caractérisé la chose, c'est la possibilité même de vivre sur Terre qui est en cause. C'est pour ça que je n'aime pas, parce que c'est inexact. Là encore, les mots sont importants. Cette notion de réchauffement climatique. D'abord, ce n'est pas vrai. Quand on se plonge dans la littérature scientifique, et j'ai été amené à le faire, et vous avez noté, j'espère avec satisfaction, qu'il y a de moins en moins de climato-scepticisme, notamment en France. C'est-à-dire que le phénomène n'est plus contesté. Parfois, il est malheureusement remplacé, le climato-scepticisme, par un climato-fatalisme. On dit oui, c'est épouvantable, mais on n'y peut rien. Quand on se lance, quand on se penche dans la littérature scientifique, les travaux du GIEC, etc., on s'aperçoit que ce prétendu réchauffement ne sera pas du tout partout un réchauffement. Dans certains cas, ce sera un réchauffement, dans d'autres cas, ce sera un refroidissement pour des raisons multiples et complexes, mais ce sera surtout une extrémisation des phénomènes. Et donc, je préfère de beaucoup qu'on parle de dérèglement climatique. Climate disruption, c'est de cela qu'il s'agit, car tous les phénomènes que nous connaissons aujourd'hui vont être non seulement modifiés, mais bouleversés dans des proportions qui n'épargneront absolument aucune région du monde et aucune activité. Alors parfois on dit, oui, mais c'est dans très longtemps. C'est totalement inexact. Si l'action n'est pas menée vite, les conséquences à long terme seront extrêmes et insupportables. L'objectif, c'est 2 degrés maximum, mais si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est 5 ou 6 degrés. Et à 5 ou 6 degrés, ça veut dire, en termes de capacité de vie, en termes de migration, en termes de possibilité d'avoir de l'eau, en termes de lutte contre les phénomènes extrêmes, en termes tout simplement de possibilité de vie pour des territoires qui seront complètement recouverts, un chaos total. Mais dès aujourd'hui, là encore, ne confondons pas les problèmes des dérèglements climatiques et de météo, n'alimentons pas le café du commerce. Mais tous les scientifiques montrent que l'extrémisation des phénomènes, elle existe déjà dès maintenant. Et il faut agir dès maintenant. Ce qui pose non seulement la question de ce dérèglement climatique, mais la question du développement. Il n'y a pas d'un côté le dérèglement climatique comme enjeu, et de l'autre la question du développement. Si le dérèglement climatique n'est pas maîtrisé, il n'y aura pas de développement équilibré. De la même façon que si le développement dans toutes ses facettes, y compris financières, n'est pas maîtrisé, on n'arrivera pas à maîtriser le dérèglement climatique, car les pays en développement ne l'accepteront pas. C'est donc à Paris l'an prochain, en décembre, enfin en fait ce sera au Bourget, que tous les pays du monde vont se réunir sous la présidence française pour essayer, c'est un devoir, de trouver une solution à cette très grave question. Nous y travaillons, Madame Tubiana, qui y travaille à mes côtés, qui est extrêmement compétente, est au premier rang de ces négociations. Il va y avoir la semaine prochaine aux Nations Unies, non, la semaine suivante, un premier sommet organisé par M. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, autour de ces thèmes. Il y aura à la fin de l'année, on appelle ça des COP, des conférences préparatoires au Pérou, où nos amis péruviens vont essayer d'avancer dans la solution des questions. Il y aura toute une série d'éléments intermédiaires. Et puis l'année prochaine, en décembre, au Bourget, pendant 2 semaines, 50 000 personnes, 25 000 délégués, plus 25 000 autres personnes,
les 25 000 délégués vont essayer ensemble, par consensus, imaginez la difficulté, de trouver des solutions pour, en fait, décarboner l'économie et la société. Nous, notre rôle, la France, bien sûr, prendra une position, mais elle sera en même temps présidente. Le rôle de la présidence est évidemment différent du rôle de la nation en tant que capacité de proposition. Mais dans notre esprit, si nous voulons arriver à un résultat qui soit positif, qui est absolument indispensable, cet accord vers lequel nous souhaitons aller aurait 4 éléments. Un premier élément qui est de nature normative. C'est ce que les techniciens, dans leur jargon, appellent un accord universel différencié. La situation de telle petite île n'est pas la même que la situation de la Chine, qui n'est pas la même que la situation de la France. Mais il faut quand même qu'il y ait des normes. Et donc là, ça va être un premier aspect très difficile, bien sûr, puisqu'il faut convaincre. Un deuxième aspect, un deuxième pilier, nous allons essayer que le maximum de pays possible prennent des engagements nationaux, qui n'auront pas la même valeur normative que les premiers, mais qui seront quand même, nous l'espérons, l'objet d'un suivi. Il n'est pas possible d'espérer arriver à cela s'il n'y a pas un volet financier, car les pays les plus pauvres, y compris d'ailleurs les plus grands, nous disent « bon, c'est très bien, mais vous vous êtes développés, nous comprenons bien que si nous adoptons le même rythme de développement que vous, c'est une catastrophe, mais encore faut-il que financièrement, nous puissions nous en sortir et technologiquement. » Donc il y a un volet financier qu'il va falloir mettre au point. Et puis il y a un quatrième pilier, très nouveau, qui est une espèce d'agenda des solutions. Nous allons demander aux grandes villes, aux régions, aux grandes entreprises, à des branches économiques, à des institutions financières, de prévoir eux-mêmes ou elles-mêmes un calendrier pour limiter leur émission de gaz à effet de serre. Et ces 4 éléments pourraient composer une sorte d'alliance de Paris pour le climat qui, si nous y parvenons, vous voyez l'ambition, signifiera l'entrée de notre planète dans un nouveau mode de développement, porteur à la fois d'une transition écologique et d'une croissance nouvelle. Car c'est un point, je ne vais pas être plus long sur cet aspect, qui est très important. Il ne faut pas que nous présentions cela uniquement comme des contraintes. Il faut que nous montrions que ce changement indispensable, sinon vous êtes jeune et à la moitié de votre vie, vous subirez d'une façon dramatique ces éléments que nous commençons à subir. Il faut qu'on montre aussi qu'au-delà des contraintes, il y a des éléments positifs. Et c'est cette notion de croissance verte, de croissance nouvelle, avec la montée de nouveaux emplois, de nouvelles technologies, qu'il faut que nous puissions documenter. Donc, le deuxième objectif de notre politique, avec la sécurité et la paix, c'est l'organisation de la planète et la préservation de la planète. Le troisième, c'est la relance et la réorientation de l'Europe. Alors, je suis un peu long, je voudrais aller à l'essentiel. La France a fait le choix européen et elle n'a pas du tout l'intention de s'en départir. Mais il faut que cette Europe que nous voulons contribuer à bâtir, à la fois la France y apporte tout ce qu'elle doit y apporter, y compris en termes de sérieux et de discipline, et j'ai fait allusion à des débats qui existent aujourd'hui, mais il faut en revanche que l'Europe permette à elle-même et à la France d'avoir une croissance, donc des emplois qui soient satisfaisants. Sinon, les populations, et pas seulement la population française, finiront par rejeter l'Europe. Vous avez bien vu ce qui s'est passé aux dernières élections. Ce qui signifie quoi par rapport au débat actuel? C'est qu'il y a toute une série de décisions qui ne dépendent absolument pas de Bruxelles et qu'il faut que la France, si elle veut rétablir sa compétitivité, qui a été gravement altérée au cours de ces dernières années, qu'il faut que la France prenne. Avant d'être chef de la diplomatie, ma dernière fonction gouvernementale, j'étais ministre de l'économie et des finances dans les années 2000. Et je mesure, revenant aux responsabilités, il y a maintenant 2 ans, 3 ans, à quel point la France globalement et nos entreprises ont perdu en compétitivité. Ça se voit dans les chiffres, mais ça se voit dans la réalité.
Et dans un monde ouvert, il faut que nous regagnions cette compétitivité. Et donc, il y a des décisions qui doivent être prises au niveau français. L'amélioration de notre attractivité nationale, la politique française de la formation, du logement, de l'apprentissage, l'assouplissement d'un certain nombre de règles, la réforme de notre État et de nos collectivités locales, la nécessité publique de dépenser moins et d'investir plus, tous ces domaines ne dépendent absolument pas de Bruxelles. Et ce serait une erreur d'analyse de dire mais c'est parce qu'il y a Bruxelles qu'on doit faire cela. Non, pas du tout. Il faut qu'on fasse cela, et c'est le choix, n'est pas facile bien sûr, mais qu'il faut expliquer, que fait le gouvernement actuel. Mais en revanche, dans une Europe qui économiquement aujourd'hui est atone, il suffit de regarder les chiffres, où il y a 25% de jeunes au chômage, il y a des éléments qui relèvent de l'Union européenne, le soutien aux investissements pour la croissance, la politique de change, qui est très bien menée par les récentes décisions de notre ami Mario Draghi, l'adoption d'une nouvelle stratégie énergétique, ça rejoint d'ailleurs le problème de l'Ukraine, ou d'une nouvelle politique de la concurrence. Et cela signifie que lorsque la France prend des positions, il faut avoir à l'esprit que c'est ça, la ligne. Entre plusieurs points, on fait passer une droite. Et la ligne est celle-là, arriver à relancer et à réorienter l'Europe. Or, l'Europe, la nouvelle Commission vient d'être proposée, elle va avoir plusieurs grands défis à relever dans les années qui viennent, là, immédiatement. Vous allez avoir le défi de la croissance, parce que, quand je dis 25% de jeunes au chômage, si on reste dans cet état-là, l'Union européenne, l'idée européenne risque de ne pas y résister. Donc il faut qu'on trouve les voies et moyens pour que l'Europe apporte sa contribution à la croissance. Il va y avoir le défi de l'énergie et du climat, je viens d'y faire allusion. Le climat, on comprend bien que ça peut être pas simplement une action française, mais une action européenne, et il faut qu'au mois d'octobre, où il y a un conseil qui est spécialement dédié à cette tâche, l'Europe prenne des décisions. Si l'Europe entend peser par rapport aux autres pays du monde, il faut qu'elle-même ait une position claire. Elle ne l'a pas encore, ça doit être fait au mois d'octobre. Et en matière évidemment énergétique, parce que par rapport aux trois objectifs d'une politique énergétique, qui sont, 1, d'avoir une énergie bon marché, 2, d'avoir une énergie sûre, 3, d'avoir une production d'énergie qui ne compromette pas l'équilibre planétaire, disons qu'aucun de ces objectifs actuellement n'est atteint. Et donc il faut que l'Europe évolue pour arriver vers ces objectifs. Nous avons le défi du voisinage. J'ai évoqué la crise russo-ukrainienne, je pense aussi à la Libye, et il y a des décisions à prendre. Et puis, nous avons un quatrième défi que va devoir affronter l'Europe. On est rattrapé d'ailleurs par ce défi avec la question écossaise, qui apparaît vraiment de façon, non pas inattendue, mais beaucoup plus forte que ce qu'on avait pensé, c'est-à-dire quid par rapport au Royaume-Uni, quid par rapport à le territoire. Et en ce qui concerne les Britanniques, la position de la France est tout à fait claire. Nous souhaitons, bien sûr, que la Grande-Bretagne puisse rester en Europe, mais nous n'allons pas accepter le démantèlement de l'Union européenne. Et comme nos amis britanniques sont férus de clubs, je leur dis souvent, mais les clubs sont très réputés en Grande-Bretagne, mais si vous adhérez à un club de rugby, le rugby est un jeu aussi très pratiqué en Grande-Bretagne, vous ne pouvez pas dire « j'ai adhéré au club de rugby et maintenant, en ce qui me concerne, je vais jouer au football ». Non, si vous avez décidé, c'est la règle, que les règles seront celles du rugby, on peut les simplifier. Pour le rugby, elles sont très bien, mais pour l'Union européenne, il y a des choses à simplifier. Mais en revanche, il faut que tout le monde joue quand même avec les mêmes possibilités et les mêmes contraintes. Et puis, la quatrième dimension, et je vais me conclure, après la paix et la sécurité, après l'organisation de la planète et sa préservation, après la relance et la réorientation de l'Europe, c'est tout simplement le redressement économique du pays et le rayonnement du pays. À chaque fois que nous prenons des décisions, nous essayons d'aller en ce sens. Et ayant à l'esprit ce que j'ai dit sur la diplomatie globale et modifications de périmètre qui sont intervenues pour le ministère des Affaires étrangères, qui a étendu son périmètre, je considère maintenant que nous devons, si l'on veut rayonner davantage, appuyer sur toutes les touches du piano. Bien sûr, la dimension stratégique, la dimension économique,
la dimension culturelle, la dimension linguistique, la dimension scientifique, la dimension de développement. La France a la chance d'avoir le réseau diplomatique qui est le 3e du monde. Elle est la 5e puissance économique du monde. Elle a une puissance militaire. Elle a une puissance de rayonnement culturel. Elle a une langue qui peut être parlée d'ici quelques années par des centaines et des centaines de millions de personnes avec le développement de l'Afrique. C'est sur tous ces éléments-là qu'il faut jouer pour résoudre la 4e difficulté et correspondre à notre 4e objectif, qui est le rayonnement de notre pays. Je termine en vous disant ceci, en vous priant de m'excuser si j'ai été, et je l'ai été une fois de plus, trop long, c'est que si nous pouvons nous fixer ces objectifs globaux, ce n'est pas par je ne sais quelle arrogance. Souvent, la France est arrogante et on lui reproche avec raison. Mais malgré notre taille moyenne, malgré les difficultés que nous connaissons, nous sommes, de fait, une puissance globale. C'est lié à l'histoire. Merci au général de Gaulle. C'est lié à l'histoire beaucoup plus lointaine, c'est lié à la géographie, c'est lié à nos principes, c'est lié, je le disais, à notre langue, c'est lié à l'effort de tous ceux qui ont bâti la nation française et son image dans le monde. Ma conviction, et c'est pour ça qu'on parle souvent, lorsqu'on parle de la diplomatie actuelle, de diplomatie économique, c'est que notre position internationale, qui est très forte, serait menacée s'il n'y avait pas un redressement économique de la part de notre pays. Tant il est vrai que dans le monde actuel, je le constate, l'influence politique ne peut pas être durablement déconnectée du poids économique. Ça ne veut pas dire que tout doit être subordonné à l'économie, bien évidemment, mais on ne peut plus séparer les différents ordres. D'où la recherche de cohérence, et je le crois la cohérence d'une action, qui veut mettre en résonance la diplomatie politique et stratégique avec la diplomatie économique et l'ensemble des composantes de notre action extérieure. J'ai cité la culture, l'éducation, le développement et l'expertise. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas ce que vous choisirez de faire, comme on dit, plus tard. Mais ce que je peux vous dire, pour l'avoir d'ailleurs découvert relativement récemment, parce que j'avais occupé à peu près toutes les fonctions dans la République, mais jamais à la tête du ministère des Affaires étrangères, c'est que la diplomatie est un des champs les plus passionnants, que non seulement cela requiert une intelligence de tous les instants, une vision longue, mais que les femmes et les hommes qui se sont engagés dans cette sphère sont des femmes et des hommes qui pensent aux autres, qui sont compétents, qui ne ménagent pas leur énergie et leur temps, qui aiment à la fois leur pays et le monde. Et c'est pourquoi, monsieur le directeur, monsieur le doyen, je pense, c'est une des raisons pour lesquelles je suis là pour la 3e fois, qu'il est extrêmement important et positif que dans cette grande école, vous ayez choisi de donner une place éminente à la diplomatie et que beaucoup de vos étudiants ne soient pas, comme on dit, d'origine française. Je pense que c'est ça, le visage de la France qu'on aime, qui, évidemment, défend son histoire, défend son intérêt, défend son futur, mais qui ne sépare jamais la défense de ses intérêts de la défense des intérêts du monde. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre, pour cette leçon que vous avez prononcée, à la fois substantielle et robuste, mais aussi sophistiquée et subtile. Nous vous en remercions beaucoup. Les applaudissements viennent confirmer que l'attente qui était celle de ceux qui ont rempli ce Boutmi a été largement comblée. Mais il y a quand même des questions. Il y a des questions qu'on veut vous poser. Et j'invite à ceux qui ont des questions à poser, en français ou en anglais, à se rapprocher des 3 micros qui existent. Il y en a un ici, un tout en haut, et
de faire la queue devant ces micros pour que je puisse distribuer avec justice et équité le temps de parole. Et en attendant que vous vous leviez et que vous veniez poser ces questions, je vais peut-être poser la première question, Monsieur le Premier ministre. Vous avez parlé tout au début de votre conférence de cette alliance à monter pour faire face à ce gang de dégorgeurs, comme vous les avez appelés, en Irak et en Syrie. Ce soir même, M. Obama s'exprime sur la question. Demain, M. le Président de la République va à Bagdad. Lundi, il y a la conférence internationale à Paris. Et là, il y a toute une série de questions qui traversent nos esprits. Qui, quoi, comment, pendant combien de temps, etc. Qui va s'allier à cette alliance? Qu'est-ce que cette alliance va pouvoir faire sur le terrain? Est-ce qu'il va y avoir des soldats? La France ne l'exclut pas, l'Amérique semble l'exclure. Combien de temps ça risque de prendre? Comment dirais-je, concilier les deux situations relativement différentes de l'Irak, où le Premier ministre récemment désigné vous appelle au secours, et en Syrie, où vous ne voulez pas travailler pour le compte du régime en place? Je veux dire, il y a beaucoup de questions. Est-ce que vous pouvez élaborer davantage ce que vous avez à l'esprit? Je sais que la conférence se tiendra lundi et qu'il y a un consensus viendra à la fin de la journée préciser les choses, mais quelle sera la proposition de la France qui présidera cette conférence et y a appelé? Merci beaucoup. Je vais donner quelques éléments. Je n'ai pas nécessairement tous les éléments de réponse, et puis il y a des éléments de réponse qui n'est peut-être pas nécessaire de donner, même si on les possède. Alors, d'abord sur Daesh, ce que j'ai appelé les égorgeurs de Daesh, il faut bien comprendre que c'est un groupe dont les objectifs, les méthodes sont, si l'on peut établir une hiérarchie dans le terrorisme, d'une autre nature et d'une autre ampleur que ses prédécesseurs. La meilleure preuve étant que l'une des raisons pour lesquelles ces dirigeants se sont séparés d'Al-Qaïda, c'est que, citation, ils les trouvaient trop mous. Et il utilise ces méthodes qui sont le viol, la crucifixion, l'assassinat, aussi incroyable que cela puisse paraître, mais c'est le lot du monde un peu perverti moderne, comme un instrument de propagande. Ce qui fait que maintenant, les jeunes ou moins jeunes qui veulent partir là-bas, on voit, puisqu'on surveille tout cela, une réorientation au détriment, si on peut dire, des filières traditionnelles vers ce groupe. Qui n'a pas, c'est aussi une différence avec d'autres prédécesseurs, une vision purement locale, mais qui se proclame califat. Le califat devant s'étendre dans un premier temps à l'Irak, à la Syrie, à la Jordanie, au Liban, à Israël, à la Palestine, excusez du peu. Et qui considère que toutes celles et tous ceux, non seulement qui ne pensent pas comme lui, mais qui n'acceptent pas de lui être soumis, doivent être passés par les armes. Les choses sont d'une simplicité, d'une brutalité et d'une cruauté totale. Par rapport à cela, il n'y a qu'une réaction possible, c'est de combattre et de les neutraliser, pour employer un mot que certains emploient. Alors comment? D'abord, il y a l'aspect politique. Il ne faut jamais oublier qu'on ne gagne pas des combats uniquement avec des outils militaires, même si parfois ils sont nécessaires. L'aspect politique. L'une des raisons pour lesquelles ce groupe Daesh a si rapidement mis en échec l'armée irakienne, qui était pourtant théoriquement puissante et qui était bien armée par les Américains. L'une des raisons pour lesquelles ce groupe a mis en échec l'armée irakienne, c'est que ce groupe a reçu des appuis dans la population. Et pour dire les choses encore plus précisément, le précédent gouvernement irakien gouvernait de telle façon
que les sunnites, pour parler de façon un peu trop générique, avaient le sentiment, et pas simplement le sentiment, d'être mis à l'écart, pourchassés, et que donc lorsqu'ils ont vu arriver ce groupe Daesh, ils se sont dit, et évidemment des conversations ont eu lieu à ce moment-là entre Daesh et puis un certain nombre de tribus sunnites. Bah, écoutez, nous, bon, vous nous dites que ce sont des terroristes épouvantables, mais si on est pourchassé par les autres, bon. Et donc il y a eu une espèce de traînée de poudre. Ce n'est pas de l'extérieur qu'on va pouvoir mener un combat contre Daesh, même si l'extérieur peut être aussi utile. Il faut d'abord que la population, les Irakiens, se mobilisent, ce qu'ils n'ont pas fait. Et pour ça, ça nécessite que le gouvernement, dans ses orientations et sa composition, soit changé. Il y a eu un changement de Premier ministre. M. Maliki a été remplacé par M. Abadi. Le président a été également changé, le président aussi de l'Assemblée. Et on s'oriente vers un gouvernement plus inclusif. Je ne vais pas me lancer dans des analyses nuancées pour porter un jugement, est-il assez inclusif ou pas. Je dirais simplement qu'à l'heure où je m'exprime, il n'y a pas encore de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Défense qui montrent qu'il y a encore des choses à régler. Nous allons avec le président de la République vendredi sur place et nous verrons les responsables. Et donc, un premier aspect, et c'est l'une des choses que nous ferons lundi dans la conférence internationale que va accueillir la France et l'Irak, puisqu'elle sera coprésidée par le président irakien et par le président français, c'est comment soutenir ce gouvernement inclusif et le pousser dans un certain nombre de réformes qui sont nécessaires. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la reconstruction et l'aspect humanitaire. L'Irak, qui est un pays potentiellement très riche, est dans une situation extrêmement difficile, avec des années de destruction. Certaines régions sont dans une situation encore plus difficile, parce qu'il y a eu des attaques du groupe Daesh vers Erbil et dans d'autres parties. Il y a tout à reconstruire, et il y a une action humanitaire puissante à mener vis-à-vis, comme le dit avec juste raison le pape, non pas seulement des minorités chrétiennes, même si c'est très très important, mais de toutes les minorités, minorités chrétiennes, minorités yazidis, minorités turcomans et d'autres encore. Et la France a donné l'exemple, puisque nous avons stimulé un pont européen qui a été établi. Nous-mêmes apportons des vivres, accueillons un certain nombre d'Irakiens, minorités, notamment des minorités chrétiennes. Donc le deuxième volet, c'est pas seulement le volet politique, c'est le volet de reconstruction et le volet humanitaire. Le troisième volet, qui est celui qui mobilise évidemment le plus l'attention, c'est le volet de la sécurité, où il faut qu'il y ait une certaine reconstruction de l'armée irakienne et qu'elle accepte de s'engager, bien sûr, par rapport à des gens qui sont puissamment armés et qui jouent de leur image de terreur. Mais il faut aussi qu'il y ait un appui de la part d'une coalition internationale. Et nous en avons parlé au cours des jours précédents avec les uns et les autres. Mon collègue John Kerry est sur place en ce moment. Le président Obama va s'exprimer, mais la coalition internationale doit être le plus large possible. Évidemment, comporter d'abord des pays arabes, parce que rien ne serait pire que de donner le sentiment que c'est quelque chose de plaqué. Ce n'est pas les chrétiens contre les musulmans, c'est pas du tout ça. C'est un certain nombre de pays qui n'acceptent pas que des égorgeurs fassent la loi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va y avoir des actions sécuritaires, à la fois pour fournir un certain nombre d'armements, ça va commencer, et puis il va y avoir certainement des actions aériennes. J'ai vu qu'il y avait une hésitation interprétée sur les Français. Les Français n'ont absolument pas l'intention d'aller au sol. Non. Mais il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec les technologies modernes. Et le président de la République décidera le moment venu. Mais ce n'est pas un mystère que, tout en gardant l'indépendance de nos décisions, car c'est un principe pour la France, nous serons dans ce mouvement général. Et puis, ça, c'est pour ce qui concerne l'Irak. Pour la Syrie, d'un côté, le bon sens et l'efficacité
conduisent à dire, à partir du moment où Daesh est à cheval sur l'Irak et la Syrie, et ne reconnaît pas d'ailleurs la notion de frontière, parce que le califat élimine les frontières, on ne peut pas prétendre l'éradiquer si on n'agit pas à la fois en Irak et en Syrie. Et si on veut l'affaiblir en Irak, il faut l'affaiblir en Syrie. Et si on veut l'affaiblir en Syrie, il faut l'affaiblir en Irak. Simplement, le problème d'un point de vue juridique et d'un point de vue de politique pratique ne se pose pas de la même façon, puisque en Irak, nous sommes appelés par le gouvernement irakien, et donc il n'y a pas de question de droit international. En Syrie, même si nous considérons que M. Bachar el-Assad est un dictateur qui a été appelé criminel contre l'humanité par le secrétaire général des Nations Unies, et qui est pour une part à l'origine du développement des mouvements terroristes, parce qu'il y a une alliance objective entre tous ces gens-là. Une partie des chefs est sortie des prisons syriennes, libérée par M. Bachar el-Assad. Donc, nous voulons faire en sorte que Daesh soit neutralisé, mais sans pour autant relégitimer M. Bachar el-Assad. Et donc, c'est, d'un point de vue pratique, juridique, une attitude qui doit être un peu différente, mais sans entrer dans les détails, l'objectif est clair, c'est quand une lutte est engagée contre un groupe terroriste aussi dangereux, elle doit être menée partout. Oui, mais il faut s'approcher du micro de... Ah, monsieur derrière ne peut pas... Oui. Allez-y, monsieur. Allez-y. Monsieur au fond. Si vous pouvez parler un peu plus près, est-ce qu'il y a un micro pour vous? Parce que là, je n'entends pas, donc on va vous apporter un micro. Hein. On va vous apporter un micro tout de suite. Monsieur le Premier ministre, Stéphane Collin, élève en première année. Donc, encore une fois, désolé de ne pas me lever. Je voulais savoir quel était votre point de vue concernant la relation entre les Occidentaux, notamment les États-Unis et la France, et les pétromonarchies wahhabites de la péninsule arabique qui financent les salafistes des frères musulmans et leurs bras armés, les Jamaïs islamiens, à travers le monde. Alors, la question du financement est évidemment une question tout à fait décisive, parce que ces groupes, quels qu'ils soient, ne peuvent se développer que s'ils disposent de financement. Les sources de financement sont multiples. Il y a et en gros, sont liés à tous les trafics d'armes, les trafics de drogue, les trafics d'êtres humains. Mais tout indique qu'il y a des financements qui peuvent venir, ou qui sont venus, de pays ou d'individus voisins, avec sans doute des idées diverses. Peut-être certains par idéologie, mais d'autres avec le sentiment complètement erroné, mais qu'ils allaient se protéger eux-mêmes. Il ne peut y avoir un combat que si, victorieux, que si les dispositions sont prises pour assécher ces canaux de financement. Les Nations Unies, récemment, ont pris des dispositions, et nous allons le refaire autant que de besoin, pour qu'il y ait des sanctions extrêmement fermes contre les financeurs. Et lorsque les Nations Unies, plus quelques pays, je pense aux États-Unis, je pense qu'à quelques grands pays, se donnent les moyens, ils peuvent être tout à fait efficaces. Mais, et je ressens que c'est ça votre question, tout ça ne peut être efficace que si ces pays-là s'engagent vraiment et qu'on les contrôle. Je ne vais pas faire une liste, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est que ces pays qui croyaient, probablement, ou ces individus, se protéger avec ces financements, s'aperçoivent qu'eux-mêmes sont au bout du fusil. Et chacun comprendra, en regardant une carte de géographie, de qui il s'agit. Et donc, bien évidemment, les discussions que nous avons portent sur la totalité des sujets, y compris, bien sûr, sur ces questions de financement,
avec des contrôles, parce que ce ne sont pas des domaines où on peut faire une confiance aveugle aux intéressés. Voilà ce que je peux vous dire. Je prends 2 questions à gauche maintenant. Bonsoir. D'abord, Monsieur le Ministre, merci. Monsieur Hassan Salamé, merci de nous donner cette chance de vous poser une question directement. Donc je vais commencer. Comment la France, patrie des droits de l'homme, arrive aujourd'hui à cautionner la colonisation en cours en Palestine? Et si vous ne la cautionnez pas, quelle est selon vous la solution s'il y en a une? Une deuxième. Good afternoon, sir. I wanted to ask, in the case that Scotland or Catalonia become independent countries, do you believe that they should follow the normal rules for access into a European Union? And if so, what would be France's position in that case? Thank you. Bien, je vais reprendre la première question déjà. Non, je vais commencer par la deuxième, sinon je vais perdre le souvenir. En ce qui concerne l'Écosse et la Catalogne, bon, ce sont 2 sujets différents, parce que l'Écosse, il y a un référendum qui va avoir lieu dans quelques jours, qui a été autorisé par le Royaume-Uni. Ça n'a pas été fait sans l'aval du Royaume-Uni. Alors qu'en Catalogne, le gouvernement espagnol s'oppose et met en avant la constitution espagnole pour dire que ce référendum ne peut pas être appliqué. Donc, nous allons voir quels sont les résultats en Écosse. Je ne vais pas, ce serait ridicule de ma part, et je ne vais pas le faire d'aucune façon, de m'ingérer dans les affaires intérieures. Mais nous allons voir les résultats, et ensuite, évidemment, il y aura des conséquences à en tirer. D'abord, de part du Royaume-Uni, positives ou négatives, selon l'issue, que je ne connais pas. Et ensuite, le cas échéant, sur l'Europe. Mais vous comprenez bien que, étant ministre des Affaires étrangères, je dois faire preuve quand même d'un peu de diplomatie. Sur la Catalogne, bon, nos amis espagnols regardent ça, quelle que soit leur position, bien sûr, avec soit beaucoup d'inquiétude, soit beaucoup d'intérêt. La position de la France, lorsque j'ai été interrogé, y compris lorsque j'étais en Espagne, est de dire que il ne pouvait pas y avoir de référendum reconnu s'il était contraire à la constitution d'un État, ce qui est jugé tel par le gouvernement espagnol, mais qui n'est pas la situation, encore une fois, au Royaume-Uni. Simplement, quand on s'occupe de diplomatie, il faut aussi considérer le réel, et c'est vrai que s'il y avait telle ou telle évolution en Écosse, cela amènerait à une réflexion, non pas pour nous sur le plan juridique, mais pratiquement. Voilà ce que je peux dire. Alors, sur la première interpellation, nous ne reconnaissons pas du tout la colonisation, madame. La France, et d'ailleurs l'Europe, a pris des positions qui consistent, à partir des résolutions des Nations Unies, etc., à condamner la colonisation. Ce qui n'a pas empêché le gouvernement israélien d'étendre la colonisation et de rendre du coup de plus en plus compliqué la solution que nous pensons être à ce stade la seule, qui est la solution des 2 États. Mais ayant dit cela, ce n'est pas très original, mais je voudrais vous dire quelque chose de plus qui peut-être l'est davantage. Quand vous réfléchissez à ce conflit, qu'on avait un petit peu oublié, pas nous, les professionnels, mais l'opinion publique, bon, comme il y avait tellement de pays dans cette zone du Proche et du Moyen-Orient qui étaient en difficulté, et puis là, ça ne bougeait pas trop. Mais on s'est aperçu, avec le drame récent, que lorsque d'abord la solution n'était pas apportée, et que lorsqu'il y avait un conflit, ça devenait un conflit absolument fondamental, et qui non seulement déchirait la région, mais déchirait toute une série de populations à travers le monde. Quand on regarde ce conflit, il est d'une nature, j'espère que je vais m'expliquer clairement, un peu différente d'autres conflits. Pourquoi ? Lorsque vous pensez à tel ou tel conflit qui existe, souvent la question principale qui est posée, c'est quels sont les paramètres de solution ? Et c'est vrai que les paramètres de solution sont assez compliqués et controversés.
J'ai à l'esprit toute une série de conflits à travers la planète où la question, alors des conflits plus ou moins vifs, c'est quelle va être la solution. Et la discussion porte sur la nature de la solution. En ce qui concerne la Palestine et Israël, les choses, à mon avis, sont un peu d'une autre nature. C'est que les paramètres de la solution, peut-être vous heurtez en vous disant ça, mais on les connaît. Quand vous mettez côte à côte ou en addition le plan proposé par les Arabes, singulièrement les Saoudiens, mais qui a été accepté, le plan proposé par les Américains, le plan proposé par les Européens, je ne dis pas que ça règle tout dans les détails, mais les grands éléments sont quand même extraordinairement convergents. Mais simplement, ce qui se passe, c'est que depuis 25, 30 ans, on arrive à un certain moment à faire entrer les parties en négociation. Ils avancent, elles avancent, pardon. Et au moment où on devrait conclure, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que mon analyse, je ne sais pas si elle est juste, c'est que pour des raisons notamment politiques, les deux parties, du côté du gouvernement israélien et du côté des Palestiniens, avec en plus la division entre le Fatah, le Hamas, etc., sont constituées d'une telle manière qu'il aurait extraordinairement difficile de conclure. Parce que conclure, pense-t-il, ce serait renoncer à ce qu'ils sont eux-mêmes. Et donc, la conclusion que j'en tire, c'est qu'il faut bien sûr arriver à les remettre autour d'une table de négociation, mais qu'il faudra, à un moment ou à un autre, que la communauté internationale, c'est-à-dire les pays arabes, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire les Américains, c'est-à-dire le Conseil de sécurité des Nations Unies, une fois que les parties seront au bord de l'accord, leur dire, mesdames et messieurs, vous êtes au bord, mais maintenant, c'est comme ça. Sinon, je crains que les choses se redéroulent comme elles se sont déroulées depuis 30 ans, avec, et c'est ça l'intérêt de la question qui était posée, une solution des deux États qui va devenir de plus en plus difficile, car j'imagine que dans vos cours, on vous apprend quelles sont les zones, etc. Mais il y a un moment où les deux États, où est-ce qu'est le deuxième? Et si on ne fait qu'un État, à ce moment-là, vous avez entendu les propos qui ont été très critiqués de John Kerry, qui étaient sans doute très critiquables, mais il y avait quand même quelque chose. Bon. Donc, mon point est le suivant. Sur la condamnation de la colonisation, il n'y a pas de débat, en tout cas pour les Français. Mais, en revanche, il faut que nous poussions les deux parties à reprendre les négociations et il faut que nous prévoyions les moments. Alors, le terme est impropre, je ne vais pas dire d'imposer la solution, parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais que, tirant les leçons de l'expérience, depuis maintenant 30 ans, 25 ans, 40 ans, nous nous préparions, Européens, Américains, Arabes, Conseil de sécurité, à la fin, à dire, mesdames et messieurs, vous avez discuté, et bien maintenant, c'est ça la solution. Deux questions à droite. Du bureau de Paris de Human Rights Watch. Je voulais vous poser une question sur l'Égypte, si vous le permettez. Compte tenu des massacres de manifestants largement pacifiques de juillet et août 2013 et de la poursuite de la répression contre toute forme d'opposition dans le pays, considérez-vous, pour reprendre votre expression utilisée tout à l'heure en faisant référence à la Tunisie, que l'Égypte est un régime modéré, respectueux des droits de l'homme, digne de coopération sécuritaire avec la France? Merci, Monsieur le Premier ministre. Allez-y. First of all, good evening. I have a question for for His Excellency, Mr. Fabius. First of all, I am Garen Kodalazian from Lebanon, and my question relates to Lebanon. As we know that these terrorist extremist groups are spreading towards the northeastern borders of Lebanon, and we know that France will deliver arms for Lebanon as decided. Can we know when the timeline that France, in that timeline that France will deliver its arms? Because as it seems, the Lebanese army doesn't have the capabilities to fight these terrorists nowadays. Thank you. Merci. Alors, sur la deuxième question, il y a un accord qui a été passé, je peux y faire allusion puisqu'il a été public, entre l'Arabie Saoudite, le Liban et la France, considérant que l'armée libanaise est un élément central de l'unité du Liban et qu'il lui manquait un certain nombre de matériel et
Donc il y a un accord triangulaire qui a été passé, c'était au mois de fin décembre de l'année dernière, début janvier de cette année, pour qu'il y ait une fourniture d'équipements à l'armement libanaise et le financement étant assuré par l'Arabie saoudite. Du côté de la France, il n'y a pas de difficulté. Au contraire, pour les raisons que vous avez dites, il y a nécessité de le faire. Les choses ont un petit peu traîné parce que, bon, il y a une identification des équipements qui doit être opérée et puis il peut y avoir telle ou telle résistance. L'autre jour, vous avez peut-être noté que, c'était la semaine dernière, je crois, le prince héritier, qui est aussi ministre de la Défense d'Arabie Saoudite, était à Paris. Donc, là, on discutait de toute une série de questions, et notamment de celle-là. Et en ce qui concerne l'Arabie Saoudite et la France, dans cet accord, il n'y a pas de difficulté. Simplement, il faut aussi que nos amis libanais, à la fois, sélectionnent les matériels, que chacun en soit d'accord et que les livraisons soient effectuées. Nous travaillons pour que ce soit fait le plus tôt possible, pour les raisons en particulier que vous avez dites. D'abord parce que l'armée libanaise est un élément d'unité et ce pays très important et que nous aimons doit pouvoir disposer d'une force unie et suffisamment puissante. Ensuite, parce que ce pays est soumis à des pressions considérables de la part de la Syrie, d'une part. Songez qu'il y a 25% de la population libanaise qui est d'origine syrienne, avec tous les problèmes de tous ordres que ça pose, y compris bien sûr économiques. Et puis, vous avez raison de dire que Daesh, bien sûr, s'il s'est concentré sur l'Irak et la Syrie, ne se prive pas d'un certain nombre d'incursions et de possibilités d'action, aussi bien au Liban que, le cas échéant, en Jordanie ou ailleurs. Et donc, la position de la France est d'honorer le plus vite possible ce contrat. Sur la question qui a été posée sur l'Égypte, à chaque fois que nous rencontrons les Égyptiens, et j'ai eu l'occasion de me rendre moi-même en Égypte il n'y a pas très longtemps pour essayer de favoriser les négociations entre Israël et les Palestiniens, où j'ai rencontré bien sûr le président Sisi et mon homologue M. Choukri, ministre des Affaires étrangères. À la fois, bon, l'histoire, on la connaît, c'est une élection qui a mis au pouvoir les frères musulmans, ensuite un gouvernement qui a abouti à des résultats qui, en particulier sur le plan économique, ont été pas seulement récusés, mais complètement balayés par la population. Ensuite, un certain nombre de pratiques d'exaction qui ont été dénoncées en leur temps. Maintenant, nous, ce que nous essayons de faire, c'est d'une part de demander, c'est notre rôle, que le plus vite possible on revienne à des pratiques démocratiques. Et il y a un plan, une feuille de route qui a été fixée. Nous demandons qu'elle soit respectée. Et en même temps, nous avons, il ne faut pas le cacher, des relations diverses, je veux dire sur le plan économique, sur le plan culturel, avec l'Égypte. Donc on pourra dire, mais c'est une contradiction, parce que vous dites, vous êtes le pays des droits de l'homme, et vous avez des relations avec des pays qui n'ont pas la même pratique des droits de l'homme que vous. C'est vrai que nous n'avons pas des relations uniquement avec les pays qui respectent les droits de l'homme, comme les Britanniques ou les Allemands. Mais d'une part, il y a des pays qui ont des pratiques tellement extrêmes, je pense à la Corée du Nord, mais c'est presque caricatural, que là, nous n'avons aucune relation. Et d'autre part, avec les pays avec lesquels nous avons des relations, nous essayons à chaque fois de faire progresser les choses dans une direction positive. Ça ne veut pas dire que nous y arrivons à chaque fois, mais nous pensons que si nous rompions en visière, comme on disait au XVIIe siècle, avec tous ceux qui ne respectent pas les droits de l'homme, au fond, nous aurions du mal à faire évoluer les choses. C'est un point qui est très délicat, parce qu'il ne faut pas non plus donner le sentiment de cautionner ce qui se passe lorsque nous ne l'acceptons pas. Mais en même temps, nous continuons à dialoguer. Oh, deux questions. Monsieur le ministre, c'est une question sur les récents événements à Gaza. Et je voudrais vous demander comment vous pourriez expliquer en quoi accorder à Israël le droit d'utiliser, et je cite le président Hollande,
toute mesure pour assurer sa sécurité est-il compatible à la politique française d'équilibre tant vantée par le Quai d'Orsay, et également le fait de ne pas se prononcer sur l'ouverture d'une enquête sur les possibles crimes de guerre commis à Gaza? Merci. Je crois que la question a déjà été posée. J'espère que je suis sur un autre thème maintenant. Monsieur le Premier ministre, bonsoir, je suis en haut. À défaut de vous tirer mon chapeau, je vous adresse une courbette japonaise en guise d'expression de ma reconnaissance et de ma gratitude. Et je m'appelle Tomomitsu Marota, je suis franco-japonais. Je rêve et je décide chaque jour de pouvoir servir la diplomatie française. Ma question est la suivante. À l'occasion de la conférence annuelle des ambassadeurs, vous avez évoqué l'importance du tourisme pour la France. Et vous vous êtes demandé quel terme moins péjoratif que touriste nous pourrions donner à tous les étrangers qui viennent en France. Je voulais vous demander si vous aviez trouvé et vous proposer le terme d'invité au cas où. Merci. Merci. Alors, sur Gaza et Israël, je ne vais pas reprendre ce qui a été à l'époque une polémique. Bon, je pense que la position du gouvernement français est connue. Nous souhaitons, bien sûr, et nous demandons la garantie de la sécurité d'Israël. Mais en même temps, ça ne légitime pas toute une série de pratiques, et nous sommes exprimés en ce sens. Ou d'exactions. Bon, j'ai moi-même utilisé, ça m'a été reproché, mais je l'assume, le terme de massacre quand on regarde le bilan général. Sur le tourisme. Alors, j'ai abordé ce thème parce que j'ai demandé aux ambassadeurs de vraiment faire un maximum d'efforts pour qu'on ait beaucoup de touristes étrangers en France et qu'ils soient bien accueillis. Ça dépend de nous. Mais je faisais la remarque que jusqu'à présent, la France, qui se flatte d'être la première destination touristique du monde, ce qui est vrai en chiffres, à cause notamment de notre position géographique, mais ce qui n'est pas vrai en termes de recettes, ce qui est important. Nous sommes, en termes de recettes, uniquement les troisièmes, derrière les États-Unis et l'Espagne. L'Espagne est beaucoup plus efficace que nous, de ce point de vue-là. Et bravo aux Espagnols, mais on peut le regretter pour nous, puisque les Espagnols ont à peu près 20-25% de touristes en moins que la France, et en termes de recettes, ça leur apporte 20 à 20%, 25% de recettes en plus. Pourquoi ? C'est parce qu'ils gardent les touristes davantage, parce qu'ils les répartissent davantage, et donc nous avons des progrès à faire. Mais ma petite incise était la suivante. Je disais aux ambassadeurs, et là encore, ne croyez pas que je sois un fétichiste du vocabulaire, mais les mots ont toujours un sens. Quand vous dites en France jusqu'à présent, celui-là c'est un touriste, hein, je le dis pour ceux d'entre vous dont la langue française n'est pas la langue maternelle, c'est une expression un peu péjorative. C'est un touriste, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas vraiment sérieux, professionnel. Il ne faut pas changer le terme. Il faut qu'on arrive en France à être suffisamment accueillant et à changer suffisamment notre mentalité qu'on dise celui-là, c'est un touriste. N'est-ce pas ? Tout est dans l'intonation. Hein, vous connaissez la fameuse formule au moment de l'installation de la République et celui qui disait je ne suis pas qu'est-ce que c'était je suis un républicain modéré, mais je ne suis pas modérément républicain. Et puis, c'était Thiers, je crois, qui, selon le public auquel il avait à faire face, insistait sur tel ou tel élément de la phrase. Bon. Non, il ne faut pas jouer double jeu. Je pense que les touristes sont nos hôtes. Et donc, il faut les accueillir comme tels. À commencer, je le disais l'autre jour à son président, à l'aéroport Charles de Gaulle. Il faut que... ça vous paraît des petites choses, mais tout est important. Lorsqu'on arrive, il y est, vous êtes japonais, en japonais, l'inscription, bienvenue, en chinois, en arabe, dans les différents pays, même en anglais.
et en espagnol, et pas uniquement en français. Bon, il y a des touristes français. On ne peut pas demander non plus à tous ceux qui viennent en France de parler le français de Vosges-là. Et en revanche, s'ils se plaisent en France, ils vont avoir une petite amie française, ou l'inverse, ou le symétrique. Bon, et au bout d'1 an ou 2 ans, ils parleront couramment français. C'est votre cas à tous. Donc, en tout cas, la majorité. Il faut qu'on comprenne que le tourisme, c'est une chance extraordinaire pour la France. D'ailleurs, bon, vous ferez un test, et on l'a fait. Quand on demande aux citoyens du monde, citez 2-3 pays où vous voudriez aller, en vacances ou même pour vivre. La France sort dans ces 2-3 pays. Bon, automatiquement. Après, la ville, Paris. C'est quand même un atout formidable, à condition de mériter cet atout. Et donc, il faut qu'on se mette en situation, par l'accueil, par les transports, par les hôtels, par la culture, par la formation, par la pratique des langues, par les taxes ou plutôt les détaxes, par toute une série d'éléments, de montrer d'abord qu'on est heureux d'avoir des touristes français et non français chez nous, et qu'il n'y a pas, je le disais tout à l'heure à Mme Hidalgo, qui en convient, Paris c'est sublime, l'Île-de-France c'est magnifique, mais il y a d'autres régions. Je cite en passant la Normandie, qui est ma région. Je ne suis pas chauvin, mais bon. Donc il faut que ces touristes-là, on ait plaisir à les accueillir. Et puis il y a une question d'emploi aussi. Le tourisme, ça représente 2 millions d'emplois en France. Et ce sont des emplois non délocalisables. Je vais finir par 2-3 chiffres, je ne vous en ai pas abreuvé. En 1950, il y avait 25 millions de gens qui voyageaient dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 1 milliard. Dans 15 ans, il y en aura 2 milliards. Donc, il va y avoir 1 milliard de touristes en plus dans le monde en 15 ans. Si la France, qui est actuellement la première destination, capte une partie de ces touristes, non seulement c'est un enrichissement extraordinaire pour la culture, pour le rayonnement, pour la paix, mais économiquement, cela résout une grande partie de notre déficit commercial et une partie non négligeable de nos créations d'emplois. Donc, pendant très longtemps, ce n'était pas dans la sphère économique, mais c'est dans la sphère économique. Et c'est au premier rang de la sphère économique. Donc voilà. Alors, je retiens votre suggestion. Il y a plusieurs termes qui sont utilisables, mais je ne récuse pas le terme touriste dès lors que l'accent est mis sur la bonne syllabe. Il est bientôt 20 heures. Je prends encore 2 questions rapides, une à droite et une à gauche. Allez-y, rapide. Merci. Ministère, je viens de Chine. Je travaille à l'association du peuple chinois pour l'amitié avec l'étranger. Et c'est la 3e fois pour moi cette année que je veux en Chine, une fois en Shanghai, une fois en Pékin. Cette année est l'anniversaire de 15 ans du établissement relations diplomatiques. Et la question Oh, question. Question, c'est que pensez-vous de l'avenir de la ville diplomatique entre la Chine et France dans 10 ans? Très bien. Et une question à gauche. Monsieur le ministre, j'aimerais revenir sur la question de l'État islamique, les écorgeurs comme vous les appelez. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui la France et ses partenaires ont suffisamment tiré des leçons de l'Afghanistan, de l'Irak et de la Libye pour être capables de mener victorieusement une guerre de contre-insurrection, parce que c'est ça qu'il s'agit, contre l'État islamique? Ou bien est-ce qu'on va se contenter d'envoyer des soldats se sacrifier et mourir pour leur pays en vain pour se retirer des années plus tard sans avoir rien accompli, parce que mal faire vaut mieux que ne rien faire? Merci. Alors, sur cette question, il faudrait distinguer selon, bien sûr, les conflits. J'ai dit dans mon topo, même si c'était une phrase qui a pu passer inaperçue, qu'il y a des opérations qui ont été menées et qui étaient justifiées, d'autres qui ont été menées et qui n'étaient pas justifiées, et d'autres qui ont été menées et qui n'ont pas été bien menées. Il y a des circonstances très différentes.
Mais dans le cas, il faut donc tirer les leçons, bien sûr, de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, sinon nous serions irresponsables. Mais dans le cas qui nous occupe, je pense qu'il serait, alors là pour le coup, irresponsable de ne pas réagir. Simplement, il faut s'y prendre comme il faut s'y prendre. Et donc, il y a un aspect politique qui est très important, que parfois on oublie. Il y a le fait que, autant qu'il est possible, c'est d'abord aux populations locales de mener l'action, même si nous devons être en appui, parce que sinon, c'est quelque chose qui est greffé de l'extérieur et qui n'est pas efficace, qui parfois d'ailleurs se retourne. Et puis, il faut utiliser les moyens pertinents. Mais là, dans le cas précis de Daesh, je pense que nous sommes obligés, j'allais dire, de nous défendre parce que nous sommes au bout du fusil. On pourrait dire, et c'est ce que vous entendrez peut-être dans certains milieux, mais qu'est-ce que ça nous concerne, c'est loin, ça va coûter cher, on a déjà tellement de problèmes, etc. Bon, c'est vrai que c'est loin, c'est vrai que c'est coûteux, y compris parfois en vie humaine. Mais nous sommes directement concernés. Vous croyez, vous, enfin, c'est pas vous, hein, pas vous, mais qui peut croire que les plusieurs centaines de terroristes français qui sont allés se battre là-bas, s'ils reviennent et que rien n'est fait, ils vont quoi? Devenir tous professeurs à la Sorbonne? Non, ça je ne le pense pas. Et donc nous devons à la fois ne pas tout confondre, et parfois il y a des confusions, hein, bon, mais nous devons en amont, dans la réalité et en aval, prendre ça très au sérieux. Après, je termine donc sur la Chine. C'est vrai que c'est le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques par Général de Gaulle et le président Mao Tse-tung entre la Chine et la France. Et du même coup, évidemment, il y a beaucoup de manifestations. Mais indépendamment de cet anniversaire qui a été très brillant, les relations entre la Chine et la France sont très bonnes. Et moi, je suis très, très optimiste pour leur développement. Parce que dans tous les domaines, il y a beaucoup à faire. Domaine économique, bien sûr, où nous avons un rééquilibrage à opérer, puisque je vous rappelle que le déficit que nous avons à l'égard de nos amis chinois est de 27 milliards d'euros. C'est quand même considérable. Dans le domaine éducatif et culturel, les étudiants, les échanges dans les deux sens. Dans le domaine scientifique, dans le domaine des écoles, des grandes écoles, j'imagine que Sciences Po doit être présent là-bas et la réciproque est vraie. Dans le domaine stratégique, il ne se passe pas de mois sans que j'appelle mon collègue Wang Yi ou qu'il m'appelle et nous nous concernons sur les grandes affaires du monde, pas simplement sur la relation franco-chinoise. Demain, je vais l'appeler justement par rapport à cette conférence de lundi, en lui demandant comment il voit les choses, s'il vient, comment les choses se présentent, etc. Je vais vous donner une petite anecdote pour terminer. C'est du vécu. Lorsque nous avons discuté du nucléaire iranien, nous avons fait ça en 2 fois. Nous avons eu un accord provisoire et puis maintenant, nous sommes dans la deuxième partie et théoriquement, nous devons négocier avant la fin du mois de novembre, avant le 20 novembre. Peut-être avez-vous suivi cela, parce que comme vous êtes spécialiste des relations internationales, ça pouvait vous intéresser. Il y a eu des discussions assez sévères, parce que les Iraniens, nous avons une position simple, et d'ailleurs c'est la même de la part des 5+1 qui négocient par rapport à l'Iran. Nous disons, pour le nucléaire civil, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais la bombe atomique, non, parce qu'on rentre à ce moment-là dans la prolifération nucléaire, etc. Bien. Et on a discuté donc du contenu. Et il y avait un préaccord qui se dessinait, mais qui honnêtement ne pouvait pas être sérieusement accepté lorsqu'on l'étudiait. Et donc à un moment, c'était moi qui représentais la France dans la fin de la négociation, j'ai dit, écoutez, cet accord-là, non, c'est pas sérieux, puisqu'il y a toute une série de problèmes qui ne sont pas réglés. Et le négociateur iranien, qui est d'ailleurs très intelligent, M. Zarif,
à dire si c'est comme ça, c'est pas possible, moi, je vais quitter la négociation, enfin bon, voilà. Et à ce moment-là, mon collègue chinois, qui n'était jusque-là pas intervenu, a levé la main, et il a dit en regardant le négociateur iranien, moi je pense que le représentant de la France a raison. Et si j'étais vous, je me rasserais. Il s'est rassis. Merci. Merci beaucoup.